Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour, je suis donc Guilherme Pertuis, le libraire de l'Œil Cacodilate, qui est présent sur le festival. Et je suis très heureux d'accueillir Raphaël Guidé, qui est déjà intervenu tout à l'heure pour une masterclass, qui interviendra ce soir à la grande soirée du festival. Et on voulait, pendant une petite vingtaine de minutes, revenir sur votre livre récent qui est paru au mois d'octobre, La ville d'après Détroit, une enquête narrative, qui s'inscrit dans une collection magnifique qui débute tout juste, puisque c'est le deuxième livre de la collection Terra Incognita. On aura l'occasion de revenir peut-être sur le cadre éditorial, donc une collection qui s'insère dans le catalogue de Flammarion et qui vient renouveler d'une manière assez originale la question des sciences sociales, sciences humaines, chez Flammarion, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, qui était peut-être un parent pauvre un peu ces dernières années. Raphaël Guidé, vous êtes professeur de littérature à Paris 8. Vous êtes l'autrice déjà d'un ouvrage important chez Garnier en 2017, Mémoire de l'oubli. Et le livre que vous venez de publier sur Détroit est le fruit d'un travail de recherche assez colossal qui s'est étalé, je crois, sur une douzaine d'années. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, peut-être nous indiquer comment vous avez découvert cette ville de Détroit. On sait qu'en 2013, il y a eu un effondrement, une faillite de cette ville. Donc ce cas historique a posé la question de l'effondrement et en même temps de la reconstruction, de la reprise de cette ville qui a été longtemps marquée par l'histoire de l'automobile, par une industrie, un capitalisme florissant. Et je crois que vous avez rencontré cette ville en 2005, vous avez découvert, donc il y a déjà plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a surpris au départ en visitant Détroit ? Qu'est-ce qui vous a intéressé pour que vous puissiez prolonger comme ça un travail d'aussi longue haleine ? Quelles sont vos premières impressions de cette ville ? Alors en fait, quand j'arrive à Détroit en 2005, c'est complètement par hasard. Je ne connais absolument pas cette ville et je m'y arrête seulement quelques heures. J'arrive parce que je m'intéresse à l'histoire de la musique et notamment à un groupe de rock qui s'appelle les White Stripes. Et donc, par simple curiosité, et quand je me gare en centre-ville, en fait, je découvre un centre-ville qui est complètement désert. C'est dimanche, donc au début, je me dis c'est normal, les centres-villes américains, c'est toujours désert le dimanche. Et puis, en fait, je trouve ça vraiment très désert et je constate autour de moi que il n'y a pas de magasin, il n'y a personne, et surtout je lève la tête et là je vois que tous les carreaux des gratte-ciels autour de moi, il y a une dizaine de gratte-ciels, ils sont tous cassés, quoi. Et donc là je comprends qu'en fait c'est pas juste un dimanche dans une ville ordinaire, c'est un dimanche dans une ville américaine en faillite, effectivement. Même si à cette époque elle n'est pas encore officiellement en faillite, elle va vraiment faire faillite en 2013 et être mise sous tutelle. Et ce qui m'amène, moi, ensuite à vraiment vouloir plonger dans les récits de la faillite de Détroit, c'est le fait que je travaille à la fois sur les catastrophes et les utopies, et que Détroit va devenir dans l'imaginaire mondial, en quelque sorte, un point focal d'investissement pour les récits des mondes d'après, des villes d'après, et de la catastrophe, mais aussi des alternatives, en fait, au capitalisme. Il y a un élément important dans le livre, c'est cette tension que vous présentez dès le départ entre une sorte de mythologie de l'apocalypse et puis en même temps de la tabula rasa, de la page blanche qui permet de réenvisager justement un avenir. Alors le capitalisme se réinstalle quand même assez vite aussi, mais il y a plein de possibles qui se déploient. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu sur cette tension, cet antagonisme entre à la fois un moment où il n'existe plus rien, tout s'effondre, et puis simultanément la possibilité de reconstruire et d'imaginer des tas de choses. En fait, cette ville, elle va être considérée comme, vous le disiez bien, une table rase ou une sorte de page blanche où écrire l'avenir. Parce qu'effectivement, quand elle fait faillite, elle perd une très grande partie de ses services publics, elle perd aussi ses institutions démocratiques. Et on est dans une ville qui va littéralement, pour des milliers d'habitants, par exemple, perdre l'accès à l'eau courante. Donc on voit bien que quand on parle d'effondrement, à Détroit, ce n'est pas du tout une image. En revanche, les récits qui vont s'intéresser à cette faillite vont effectivement représenter cette ville comme une table rase et comme un endroit où le capitalisme se serait effondré. Et c'est en fait une des choses que j'ai essayé de contester dans le livre, c'est-à-dire que le capitalisme n'a jamais déserté Détroit.
Il a continué d'investir à Détroit et d'investir y compris grâce à la banqueroute et dans la banqueroute. Et je pense qu'un des points, disons, centraux de mon travail, c'était justement de montrer qu'on n'était jamais à Détroit après le capitalisme ou en dehors du capitalisme, que quels que soient les récits et les pratiques qu'on étudie, elles ont toujours un lien avec les industries fossiles, y compris parfois des liens financiers ou des liens pour les fermes urbaines, par exemple, qui sont pour beaucoup d'entre elles financées par des fondations privées, notamment la fondation Ford, la fondation Chrysler, la fondation Walmart. Donc elles ne sortent jamais complètement du capitalisme. Peut-être qu'on peut présenter un petit peu cette collection Terra Incognita, qui est dirigée par Frédéric Aït-Touati et par Arnaud Esquer, qui a pour mission d'ouvrir les sciences sociales et de créer justement que l'auteur aussi crée un récit un peu inattendu entre la recherche scientifique, mais ça peut être le récit personnel aussi, parce qu'on s'exprime à la première personne. Donc c'est une hybridation entre l'essai, le récit, l'utilisation d'images également au sein d'un texte, et un mélange entre l'enquête et le travail théorique et l'enquête de terrain, parce qu'on va en parler peut-être tout à l'heure. Vous avez aussi rencontré beaucoup d'habitants, beaucoup d'interlocuteurs sur place qui nourrissent, et vous nourrissez aussi le livre d'énormément de lectures, ça aussi on y reviendra tout à l'heure. Mais peut-être présenter un peu plus précisément que moi la collection, et comment votre travail trouve parfaitement sa place dans Terra Incognita. Oui, alors déjà peut-être qu'on peut partir du nom de la collection, Terra Incognita, parce que ça donne l'impression qu'on va explorer des terres inconnues. Et en fait, l'intuition, disons, de Frédéric Aït-Touati et Arnaud Esquer, c'était justement que l'inconnu, c'est ce qu'il y a sous nos pieds, qu'on a finalement exploré les mondes interstellaires, peut-être plus que la zone critique, comme on dit, qui est juste sous nos pieds, et aussi qu'on a cartographié le monde et exploré le monde avec des outils qui étaient ceux, au fond, qui étaient les outils de la colonisation, les outils, pourquoi est-ce qu'on a cartographié les territoires ? C'était pour répertorier les ressources, par exemple, et répertorier tout ce dont on pouvait faire usage. Et l'idée, c'est tout simplement de recartographier le monde ou de le redécouvrir avec cette collection, et effectivement de le redécouvrir de ce fait avec des modes d'écriture et des modes d'investigation qui sortent un tout petit peu des traditions qu'on a pu utiliser par le passé pour décrire le monde. Et puis l'autre élément, effectivement, le programme de la collection, c'était un peu l'idée que c'est pas une collection sur l'environnement ou sur l'écologie, c'est plutôt une collection qui essaye de... Frédéric Aït-Touati dit métaboliser. En fait, il y a eu des tonnes de collections hyper intéressantes dans le paysage éditorial depuis une quinzaine d'années sur l'écologie. Et en fait, on essaye plutôt de métaboliser tout ce savoir maintenant écologique et post-colonial et décolonial, et de le mettre au service d'une nouvelle exploration. Donc les livres de la collection vont tous avoir à faire avec l'écologie d'une certaine manière, mais peut-être plus comme une manière de voir le monde que comme un thème, en fait, ou un sujet. Et du coup, c'est les éditeurs de la collection qui passent commande à certains auteurs. Comment ça fonctionne ? Dans votre cas, comment ça a fonctionné ? Est-ce que vous avez entrepris ce travail il y a bien longtemps, qui était en train d'aboutir sans doute au moment où ils vous ont sollicité ? Dans mon cas, c'est un peu... j'ai fait lire le texte, comme l'enquête, elle s'est étalée sur 12 ans, le texte, il a un peu circulé sous des formes antérieures auparavant, et donc ils m'ont sollicité pour le publier. Mais la plupart des textes, oui, leur sont envoyés ou leur sont proposés. De toute façon, c'est une collection qui s'invente. Pour l'instant, elle n'a que 3 titres. Donc on verra ce que ça va donner par la suite. Est-ce que vous pourriez peut-être présenter un petit peu la méthode que vous avez employée pour ce travail ? Ce qu'on l'a dit déjà un petit peu, il y a des matériaux extrêmement différents. Ça peut être des lectures, mais des lectures de fiction, des lectures d'essais, des explorations de terrain. Comment vous avez amassé toute cette connaissance, toutes ces sources, et comment on les met ensuite en récit aussi dans un livre ? Alors en fait, ce
moi, je suis professeure de littérature au départ, et c'est un texte que j'ai appelé une enquête narrative. Le point commun de tous les textes que j'étudie, c'est que ce sont des récits, ou qu'en tout cas, ils portent des récits. Ils sont des points de départ, parfois, de récits. Mais effectivement, une des innovations, disons, que je pouvais faire en tant que littéraire, c'est que les littéraires ont parfois, évidemment, recours aux sciences sociales, mais plus comme des outils d'éclairage, de contextualisation ou de validation de leurs hypothèses en littérature. Et restent dans un travail, disons, dans lequel ils travaillent sur la littérature avec les sciences humaines. Et moi, je me suis dit, au fond, si on veut essayer de comprendre comment est-ce qu'on raconte l'effondrement aujourd'hui, eh ben, en fait, il faut s'intéresser à toutes les manières de le raconter. Donc, effectivement, j'ai travaillé sur des récits littéraires, mais aussi sur des textes de sciences sociales, mais aussi sur des récits d'urbanistes, mais aussi sur des documents produits par des cabinets d'audit de la banqueroute, ou par la municipalité, ou encore par le chief storyteller, qui est le conteur en chef embauché par la municipalité pour raconter l'effondrement et pour raconter la ville. Donc c'est un matériau extrêmement hétéroclite, et il n'y avait pas vraiment de méthode pour l'étudier, dans le sens où justement il s'agissait d'inventer un peu des outils. Et les outils, disons, que j'ai utilisés, je les ai vraiment forgés au cours de l'enquête, et le récit raconte aussi, d'une certaine manière, comment petit à petit j'ai essayé de forger ma méthode. Mais bon, c'est une méthode que je ne recommanderais à personne, puisqu'elle m'a pris 12 ans pour aboutir à un livre. Donc c'est une méthode qui demande une certaine patience. Il y a un chapitre très intéressant sur le phénix et la perdrix. Le faisan, pardon. Le faisan. Peut-être que ça vaudra la peine qu'on se penche un peu sur ces images. Le phénix, justement, renaître de ses cendres, le capitalisme qui reviendrait aussi vite qu'il a été abattu. Et le faisan qui est observé, enfin, le retour de la nature, quelque chose de beaucoup plus long. Est-ce que vous pourriez revenir sur d'où l'image que vous confrontez ? Oui, alors en fait, Détroit est très souvent caractérisé comme une ville phénix, notamment parce que sa devise, justement, c'est « Nous espérons des jours meilleurs, elle renaîtra de ses cendres ». Et cette devise, elle trouve son origine dans un incendie en 1805 qui rase complètement la ville et qui va conduire à réinventer la ville totalement différemment. Et cette histoire du phénix, elle m'a vraiment beaucoup intéressée, parce qu'on va la trouver aussi bien dans des récits capitalistes de la ville qui renaît de la banqueroute, qui restructure ses dettes et qui est capable de revenir sur des marchés. Donc un récit parfaitement capitaliste. Et on va la retrouver aussi dans le récit des fermes urbaines, de la résilience écologique de la ville, et d'une ville justement qui réussit à se réinventer. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que dans les récits les plus récents, on voit apparaître l'image du faisan, qui, elle, n'est pas une image, c'est qu'en fait, cette ville, effectivement, a perdu tellement d'habitants et a eu tellement de friches qu'on a vu apparaître beaucoup de faisans en ville. Et ce qui est intéressant avec ces faisans, c'est qu'ils ont beaucoup été pris comme des symboles modernes du phénix, la ville qui renaît avec la nature. Sauf que ces faisans, c'est des oiseaux qui ont été importés pour la chasse dans les années 1880. C'est pas du tout des oiseaux sauvages, en fait, au départ. Et leur présence en ville, c'est pas une présence symbolique, en fait. C'est vraiment le fruit d'un abandon et de politiques qui ont conduit au déclin de cette ville et qui sont notamment liées aux inégalités raciales qui existent à Détroit. Donc c'était ça aussi que je voulais raconter avec cette histoire de faisans, qui fait l'objet de toutes sortes d'usages, certains qui en font vraiment une image, une allégorie, ce qui, à mon sens, n'est pas valide, en fait, et d'autres, au contraire, qui essayent d'expliquer comment les faisans sont arrivés ici, et le fait que c'est très beau de voir un faisan, mais qu'en fait, un faisan, s'il est là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été chassés de leur maison. Et vous vous appuyez d'ailleurs sur les travaux de Rebecca Solnit et Andrew Moore, peut-être que vous pourriez l'évoquer. Parce que c'est à plusieurs reprises, et peut-être qu'après on évoquera aussi Yves Marchand et Romain Meffre, la question de la photographie est souvent revient dans le livre à plusieurs reprises. Mais d'abord peut-être Andrew Moore et Solnit. Oui, la question de la photographie, elle revient beaucoup parce que ce qui a d'abord circulé sur Détroit, c'est des images. Et ensuite, il y a des textes qui ont voulu s'emparer beaucoup de ces images, y compris par des gens qui n'étaient jamais venus à Détroit, qui l'avaient vu que par les photos.
Et quand on voit les photos qui circulent le plus, c'est des photos d'une ville sauvage, justement, d'une ville dans laquelle il n'y a plus d'habitants, d'une ville qui serait comme frappée par l'apocalypse. Et Rebecca Solnit, elle, quand elle vient à Détroit, contrairement à Andrew Moore, elle ne vient pas chercher juste des images d'une ville sauvage, elle va vraiment faire une enquête auprès des habitants, elle va interviewer des chercheurs, elle va vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans cette ville. Et c'est pour ça que, au fond, je les compare à un moment parce qu'ils racontent tous les deux, Andrew Moore donc, et Rebecca Solnit, une rencontre avec des faisans, mais ils le racontent dans des termes complètement différents. Parce que Andrew Moore, en fait, il ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe vraiment dans cette ville, il s'intéresse que à son ensauvagement supposé. Alors que Rebecca Solnit, elle s'intéresse à la manière dont les habitants vivent avec cette nature sauvage qui peut nous apparaître belle, mais qui n'est pas forcément facile à vivre, encore une fois, puisque elle est le signe de l'abandon des services publics, en fait. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'était de confronter des pratiques dans lesquelles on a des formes très comparables, hein, on raconte un peu la même chose, mais on ne la raconte pas de la même façon. Et peut-être parler de Yves Marchand et Romain Meffre, parce que c'est deux photographes qui ont eu un grand succès. Leurs images ont été vues dans toute la presse américaine et même internationale. Leurs livres ont eu un énorme retentissement. Et vous faites un parallèle d'ailleurs avec Walter Benjamin au 19e, et vous dites que c'est une réinvention un peu du livre de Benjamin pour le 21e siècle. Et alors, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, en fait. Ah, c'est eux, oui, pardon. Ouais. Justement. En fait, donc Yves Marchand et Romain Meffre, c'est deux photographes qui découvrent Détroit à peu près en même temps que moi, hein, vers 2005, et qui vont photographier les ruines de Détroit pendant 4 ans. Et c'est intéressant parce qu'ils ont été énormément décriés, en fait, comme emblématiques de la pornographie des ruines, et justement de cette espèce d'intérêt esthétisant pour un spectacle apocalyptique des ruines de notre modernité. Et en fait, quand on discute avec eux, on s'aperçoit que leur travail est quand même un peu plus, je trouve, plus fin que ça. D'abord parce qu'ils sont conscients justement que les ruines ne sont pas la conséquence d'une catastrophe nucléaire, mais bien d'un processus politique qu'ils prennent le temps d'expliquer dans leurs livres en ayant recours à des textes d'historiens. Et donc, ils réinscrivent cette catastrophe dans le temps long. Ils montrent bien comment elle a été produite sur 60 ans en fait, de déclin urbain. Et d'autre part, ils s'intéressent vraiment à la spécificité des ruines de Détroit, c'est-à-dire à ce qui fait les caractéristiques du patrimoine de cette ville. Alors qu'un Andrew Moore, par exemple, qui est un autre photographe emblématique, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le spectacle apocalyptique, mais tel qu'on peut le trouver dans n'importe quelle ville. Eux, ce qu'ils veulent montrer, c'est cette ville qui s'est effondrée. Et grosso modo, c'était un peu mon point d'attention pendant tout le livre. C'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter ce qui s'était passé à cet endroit-là et qu'on envisage toujours comme une sorte, on dit en anglais, de canari dans la mine de charbon, c'est-à-dire de signe annonciateur qui nous permettrait de faire une prophétie sur notre avenir en général. Mais ce qui s'est passé à Détroit n'est pas répétable, en fait. C'est source de leçons, bien sûr. On peut apprendre énormément de choses de ce qui s'est passé dans cette ville, mais on ne peut pas le calquer ou en faire comme ça une espèce d'allégorie universelle, une prophétie pour nos temps futurs. Est-ce que vous pourriez peut-être évoquer un peu la diversité des récits que vous avez rassemblés ? Parce qu'il y a une multitude de voix. Comment vous les avez entremêlés, composés ? Et pour montrer justement aussi que c'est un sujet compliqué, de tout nuancer, qu'on ne peut pas le résumer avec un seul type de parole. Donc, est-ce que vous pourriez faire un peu un état des lieux des paroles réunies ? Alors, c'est difficile de faire un état des lieux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pendant des années, justement, j'ai cherché, un peu comme on cherche dans une boîte de foin, j'ai cherché le récit qui raconterait la complexité de ce qui se passe dans une ville qui fait faillite. Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai pourtant vraiment passé beaucoup d'heures à lire et je ne l'ai pas trouvé. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est absurde. Peut-être que plutôt que de chercher un récit, il faut que moi-même, j'agence toutes sortes de récits de façon un peu kaléidoscopique qui racontent la pluralité des expériences et des manières de vivre l'effondrement. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de composer. Alors, c'est très incomplet, forcément, hein, parce que j'en ai assemblé beaucoup des histoires, mais il en reste tant d'autres dont je n'ai pas pu rendre compte. Et mon idée, c'était vraiment... Enfin, c'est pas seulement mon idée, d'ailleurs, mais c'était de
de proposer un répertoire finalement de pratiques narratives et d'expériences, et y compris quand je ne les trouvais pas, d'aller les chercher. Puisque évidemment, j'ai fini par aller à Détroit et par faire des entretiens avec des habitants, des militants, des chercheurs, des urbanistes, etc., pour justement essayer de trouver ce que je ne trouvais pas, en fait, et pour pouvoir raconter à mon tour un peu ce que j'avais observé, non pas comme observatrice extérieure, parce que ce n'est pas forcément très intéressant ce qu'une professeure de littérature de Paris pense de Détroit au bout de quelques semaines sur place. Mais en revanche, ça peut être intéressant d'aller interroger des gens sur place et de collecter leurs récits. Et ça, effectivement, j'ai essayé aussi de le tisser dans le livre. Très bien. Peut-être en guise de conclusion, vous pourriez lire un petit extrait, justement tiré de la conclusion du livre, et qui, à mon avis, rassemble bien un peu votre propos. Alors, avec plaisir. Donc c'est dans la conclusion, qui s'appelle « Les villes d'après », parce que justement c'est l'idée qu'il n'y a pas une ville d'après, et qu'on observe à Détroit la pluralité des villes possibles et des expériences. C'est pourquoi les récits qui m'intéressent sont ceux qui tiennent ensemble la violence du désastre et la vitalité des gestes, l'intensité de l'injustice et la puissance du soin. Ce sont les textes qui font place à la pluralité des devenirs, à la conflictualité des visions, mais aussi à l'incertitude et à la fragilité des projections. On pourrait dire de ces récits qu'ils sont complexes, mais il me semble surtout qu'ils sont précaires, comme les temps qu'ils s'efforcent de saisir. Puisque le monde précaire est toujours en mouvement, les récits précaires s'intéressent à ce qui, dans le présent, n'a jamais concordé avec la linéarité du progrès. Attentifs aux ombres de la prospérité, comme aux utopies fragiles surgies de la faillite, ils défont le récit éculé conduisant de l'âge d'or à la chute et de la chute à la renaissance. Car l'âge d'or des modernes n'a jamais été seulement un âge d'or. Il a été édifié sur la consommation de ce qu'Achille Mbembe appelle un biostock à la fois humain et végétal. Et à l'autre bout de l'histoire, l'enfer de la crise urbaine n'a jamais été seulement un enfer. Même après la banqueroute, les habitants ont continué à fabriquer des mondes vivables. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.